Bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Bonjour Louis. Salut. Bonjour Quentin. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais très bien. Très très bien. Moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un film qui est un de mes films préférés. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Il s'agit donc de La Fureur de vivre, réalisé par Nicolas Ray en 1955, j'ai bugué. Avec pour protagoniste James Dean, quand même, faut le citer, Sal Mineo et Natalie Wood. Voilà. Et d'autres acteurs et actrices. Bon, un très jeune Denis Hopper. Oui, alors je l'ai pas trouvé. Dans Denis le film. Hopper. Je l'ai cherché. Bah, alors moi c'est l'inverse, je l'ai reconnu. Je fais, mais il y a Denis Hopper dans le film, j'ai vérifié. Mais il joue qui alors ? Il joue un des mecs de la bande. Oui, voilà. Mais il était vraiment très jeune. Oh, d'accord, ok. Donc pour vous parler un petit peu de ce film, La Fureur de vivre, c'est l'histoire de trois jeunes gens, on va dire, pas vraiment adolescents mais pas vraiment adultes non plus, qui ont chacun un peu des soucis. Alors James Dean, il s'appelle Jim et il déménage beaucoup avec ses parents parce qu'il a quelques soucis d'intégration et de violence notamment. Et il a quelques soucis avec son paternel également, hein. Sal Mineo, il joue Plato, le surnom qu'il se donne à lui-même, qui est un jeune homme un peu perturbé, qui vit loin de... Enfin, ses parents sont loin, on comprend moyennement pourquoi, donc il est comment dire, élevé par une sorte de nounou, on peut dire ça comme ça. Et Natalie Wood, elle vit dans une famille plutôt aisée, mais pareil, elle a quelques soucis, quelques daddy issues, comme qui dirait. Bonne grosse gifle des familles, Voilà, notamment. c'est ça. Et donc, ces trois personnages vont se retrouver et vont vivre quelques péripéties ensemble, vont avoir quelques atomes crochus et quelques événements fâcheux qui vont les faire se rejoindre. Cette phrase est très longue et très peu claire. Donc, Bah, on peut peut-être raconter, je pense qu'on peut raconter, l'événement un peu déclencheur, oui. qu'ils prennent un peu à la légère d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça passe très très vite inaperçu. Vous voulez parler de l'accident ? Oui. Oui. En fait, c'est anecdotique. plutôt au début du... Enfin... C'est plutôt au début du film au final, c'est un peu ce qui va déclencher toute la deuxième partie. C'est ça, bah Jim en fait pour s'intégrer est un peu bizuté par la bande de... Je sais même pas si c'est une université, on est d'accord, Ouais. Ils sont déjà à l'université. Ouais, c'est high school. C'est censé être l'université. Ouais. Alors, Non, c'est des lycéens je crois. Hein. Alors, de toute façon, on en reparlera peut-être après ou pas. C'est tellement pas crédible avec leurs âges. Bah là, oui, les c'est machins. clair. Oui, non, James ouais. Dean, il avait plus de 20 balais, il est censé être un enfant ou je sais pas quoi. Ouais, Bon. c'est ça, c'est un C'est peu, des ados, je crois que ça Ouais. se passe au lycée, parce que justement ils sont avant l'émancipation, sachant qu'à possible. l'époque, évidemment, tout le monde ne va pas à l'université. Mais ça c'est marche pour pas le trop cas parce lycée. qu'effectivement les acteurs et actrices sont déjà Oui, trop Enfin, âgés je crois que pour, Nathalie Wood a l'âge, hein, mais elle fait plus ouais. vieille que son âge, Ouais, enfin, elle fait- vu son parcours. Enfin, moi, je me suis renseigné sur elle. C'est pas joli, hein, c'est pas joli. Mais Ouh, il va y avoir du gosse, c'est hyper... Alors, on tourne autour du pot, c'est quoi cet pardon. accident, du coup oui. je me perds... Ouais. Bon. Jim, du coup, pour s'intégrer à la bande, il est un peu bizuté. Et en gros, il y a le chef de la bande qui lui dit ce soir à 20h, on se retrouve, on va voler des bagnoles et puis tu vas voir quoi. Et l'idée, c'est de conduire au bord d'un précipice et de se jeter de la voiture le plus tard possible pour montrer qu'on a des grosses couilles, quoi. C'est un peu l'idée. C'est vraiment un film sur les limites de la masculinité toxique. C'est quoi. vraiment ça. Et donc, Jim arrive à sortir de la voiture, mais son comparse Buzz, c'est son surnom, c'est clair, Vers l'infini. et au-delà. reste accroché en fait Ah, le à la vieil poignée. accident. Le truc, ça n'a aucun sens. Le vieil insert sur son... Genre, il a un petit truc à sa veste, là. Bah c'est oui. coincé à la poignée. Voilà. C'est coincé, je peux pas sortir. C'est complètement con, ce truc, c'est naze. Il a une autre main, le gars. Et puis, il peut arrêter sa voiture. Mais non, c'est quoi, c'est ma veste. Oui. Ah, c'est vrai, Ah, vous verriez l'imitation de Buzz par Quentin, c'est magnifique. Ah bah oui. Et donc voilà, il meurt, hein, il a cet accident de voiture.
les jeunes de la bande ont peur d'avoir des problèmes de la police, quoi. Enfin, genre normal, il y a quelqu'un qui est mort. Et donc Jim tente d'aller se dénoncer à la police. Ils trouvent pas la bonne personne, etc., etc. Ils se font encore un peu bisu par la bande et ils doivent se retrouver tous les trois dans un espèce de manoir abandonné. Donc voilà, l'histoire. Je pitch aussi bien que ça. Bah non, c'était explicite pour le coup. Mais ça va quasiment jusqu'aux 2/3 du film, quoi. Ouais. Mais après, bon, on va peut-être pas révéler la toute fin. Toute fin. Ce serait dommage. Oh là là, qu'est-ce que ce serait dommage de dévoiler. Alors, il est dans ses jours piquants, Quentin. Avant que Quentin détruise ce film que j'aime d'un amour inconditionnel. Tu vas découvrir ce que ça fait. Moi, j'ai l'habitude. Je tiens à préciser qu'en fait, La Fureur de vivre, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais vraiment toute petite. Parce que quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, donc une fois par an, elle avait je sais même plus, je crois que c'était des cassettes VHS, et donc il y avait quelques films, notamment les films avec James Dean, notamment La Fureur de vivre. Donc, comme pour Good Morning England, que j'ai vu peut-être une fois par mois pendant 3 ans, La Fureur de vivre, je l'ai vu vraiment au moins 1 à 2 fois par an, tous les ans, de mes 8 ans à mes 18 ans, quoi. C'est un délire comme ça. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est un film... comment dire, même si en le revoyant je me dis il y a des trucs de masculinité qui sont un peu problématiques et tout, mais voilà, je j'adore James Dean, j'adore la musique, j'adore les histoires de famille, j'adore les histoires d'adolescence, tout ça, donc vraiment c'est un film un peu que je chéris très fortement. Et puis c'est un peu un des premiers films qui met au centre des adolescentes de cette manière, avec un regard aussi direct et sans phare, je dirais. Alors, en fait, il y en a, mais il y a quand même une absence d'hypocrisie, et ça montre un des aspects les plus difficiles de l'adolescence, dans les rapports violents avec les parents, aussi dans le désœuvrement, puisque rappelons quand même que le titre original c'est Rebel Without a Cause, rebelle sans cause. Donc en fait, c'est-à-dire que la version québécoise. En fait, le plus grand drame que vivent ces personnages, c'est le désœuvrement, quoi. Ouais. C'est d'avoir peu d'ambition dans la vie, d'avoir pas grand-chose à faire, puisque c'est vraiment sur la délinquance juvénile. Le film est même un peu vendu comme ça à l'époque. Mais en fait, c'est des enfants plutôt de bourgeois. Ouais. Ça, il faut le rappeler. Hein. Ils n'ont pas des soucis, en fait. Ils ont des soucis de familiaux, mais c'est pas du tout des enfants perdus dans la. Enfin, je veux dire, c'est pas la figure un peu plus classique du loupard qui serait issu d'une famille défavorisée. Et ça, c'est un des sujets du film, notamment, c'est le désœuvrement de la bourgeoisie américaine qui perd un peu le contrôle sur sa progéniture parce qu'elle lui a pas donné, en lui donnant trop, en la préservant trop, elle l'a peut-être aussi préservé finalement d'une certaine... d'une certaine, comment dire, d'une cause, quoi. D'avoir quelque chose à faire dans la vie, d'avoir aussi peut-être des épreuves à surmonter. Ouais. Et du coup, Louis, est-ce que tu veux nous contextualiser un petit peu la création de ce film rapidement ? J'ai quelques petites anecdotes, oui. Alors déjà, chose intéressante, c'est que le film est produit par la Warner. Or, la Warner a toujours été un peu spécialisée par rapport à d'autres studios dans les films de gangsters, les films de marginaux, de rebelles. Et donc c'est marrant de voir qu'un des premiers films sur l'adolescence qui le traite vraiment sous l'angle de la souffrance adolescente et de la rébellion adolescente, c'est la Warner qui le fasse. C'est plutôt dans le ton. Le film sort donc en 1955, plutôt en fin d'année, quelques mois, très peu de temps après la mort de James Dean. Donc c'est vraiment son dernier film, et on va peut-être en parler d'ailleurs, c'est vraiment du coup celui qui va le plus figer l'image légendaire de James Dean qu'on va avoir, le mythe qui va être créé autour de lui, et tout ce que le mythe représente par rapport à la jeunesse, et la manière dont une certaine jeunesse a pu s'identifier à James Dean. Et d'ailleurs, une des dernières interviews qu'il va faire pour le film, il parle de ses excès de vitesse, où il explique que maintenant il est plus prudent sur l'autoroute parce qu'il s'est mis à la course, mais pendant des années il prenait des risques parce qu'il roulait à 170 km/h sur l'autoroute, à une époque où pour monter à 170 il faut des bolides déjà sacrément puissants. Le film il est lui-même adapté d'un roman, mais en fait quand le scénario va être écrit, les différents scénaristes qui vont s'y atteler vont beaucoup s'inspirer de faits divers. C'est peut-être aussi pour ça que le film a un côté très crédible ou réaliste sur les événements en eux-mêmes, puisque à cette époque-là, il y a un phénomène de violence juvénile qui augmente aux États-Unis, qui est vu comme un phénomène de société dont le film est censé être le réceptacle, alors qu'en fait il parle plus d'un personnage ou d'un groupe de personnages que vraiment ce sujet dans la société. Le côté jeu dangereux, en fait, c'est un truc qui a pris différentes formes, mais qui existe depuis finalement très longtemps. En fait. Oui, complètement. Il y a un truc un peu étonnant à les voir se battre au couteau.
et à se mettre des vrais coups de couteau dans le bide, etc. Il y a un truc hyper violent. Mais on a souvent parlé de l'adolescence dans cette émission, ça a même été le sujet d'une de nos émissions. C'est vrai que cette violence adolescente, elle a peut-être muté, mais en fait, si on transpose, il y a des choses très violentes qui existent. Alors maintenant, a priori, on se fout plus trop des coups de couteau dans la cour de récréation. Quoique. Mais il y a eu certainement des déplacements à ce niveau-là. Vraiment, quand le film sort, toute la jeunesse, en fait, va s'identifier à ce personnage, à la crise qu'il traverse, à l'espèce de mal-être qui tout à coup s'exprime. Parce que ce que le film va changer, en fait, c'est pas tellement l'existence de cette souffrance, mais c'est le fait qu'elle soit tout à coup exprimée sur grand écran, dans un grand film hollywoodien, et qu'elle soit montrée dans un film où d'habitude on ne montre pas ces personnages. Donc c'est vraiment une question de représentation. Et là-dessus, Nicolas Ray n'est pas complètement étranger à cette dimension-là, parce que Nicolas Ray est un cinéaste qui a eu aussi l'habitude de filmer des marginaux, des personnages souvent peu représentés. Et je terminerai juste en disant que, pour comprendre un peu le statut du film, j'ai découvert en préparant l'émission qu'il avait commencé à être tourné en noir et blanc. Il y a des plans qui existent, d'ailleurs on peut les trouver sur internet. Mais non. Ouais, je vous jure que c'est vrai. C'est une anecdote folle mais vraie. Bon, ils réagissent comme ça parce que je l'aurais dit avant d'enregistrer. Je le dis parce que sinon ça n'a aucun sens. Ouais, bien sûr. Parce que là on a bien joué quoi. Acteur studio. C'est clair. Donc le film a été tourné en noir et blanc, les images sont sur internet. Si, c'est vrai, je vous jure. Mais en pourquoi fait, dehors alors la couleur? Eh ben parce qu'en fait, sur les premiers rushs justement qui ressortent, les premiers plans tournés en noir et blanc, c'est les plans autour de l'observatoire quand ils viennent la première fois pour assister à un cours en gros d'astronomie. La Warner, en voyant les rushs, comprend qu'elle a affaire à plus qu'un film de série B, ce qui était censé être le film à la base. En gros, un film sur des loupards, quoi. Elle se dit, il y a quand même quelque chose dans l'énergie que dégagent ces jeunes. Il y avait une alchimie assez dingue entre les acteurs, notamment entre James Dean et Natalie Wood. Et du coup, ils se disent qu'ils ont sans doute un plus grand film que ce qu'ils imaginent. Et donc, le film va être tourné en Warner Color. Oui, j'ai vu ça. La semaine dernière, on avait Fenêtre sur cour qui était en Technicolor. Là, c'est la Warner Color. À l'époque, chaque studio aimait bien avoir sa technique de colorisation pour se distinguer. Et donc, ces plans-là, ils sont sur Internet. Et une autre particularité, c'est qu'on voit James Dean avec des lunettes. Il devait porter des lunettes dans le film, mais Nicolas Ray trouvait que ça le rendait trop prétentieux. Donc finalement, ça a été abandonné. Et parmi les autres différences, toute la fin du film, il y a une fin alternative qui a été tournée, où la mort de Platon, bon, moi j'ai spoilé du coup, elle est différente et il meurt en fait sur le toit de l'observatoire. C'est beaucoup plus spectaculaire. Il tombe en fait du dôme en haut de l'observatoire. Et pareil, cette fin, elle est disponible sur Internet. Ah, j'irai voir. J'ai jamais vu ça. Tu vois. Donc a priori, à la limite, c'est un film qui te tient à cœur. Là, on voit pas, mais je me tourne comme ça vers Quentin. Quentin qui a les yeux dans le vide. C'était la première fois que tu le voyais? Alors oui, parce que c'est le genre de film, je sais pas pourquoi, j'avais pas encore vu. En plus, j'ai dû l'acheter en machin, là, parce qu'il était pas sur les plateformes. Donc, je l'ai acheté en VOD. Merci, les gars. Alors, premièrement, je crois que c'était un film sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que Litchi. la fureur de vivre. Oh non. Voilà. Putain, est-ce que je le laisse, ça, ou pas? Je sais pas. J'étais obligé. C'est la deuxième vanne sur les Allemands, quand même, en très peu de temps. Oui, bon, je vais peut-être en faire. Est-ce que j'en ai? Ah non, j'ai une autre vanne derrière. Voilà. Alors, c'est pas, mais là, c'est ça, du fait du titre, puisque tu nous as rappelé le titre en VO, donc Rebel Without Cause. Moi, je dirais plutôt Movie Without Cause, puisque je me suis fait chier de la première à la dernière minute. Je m'y attendais pas, hein. Franchement, parce que quand tu m'en avais parlé et tout, je m'étais dit, alors oui, moi j'ai vu À l'Est d'Éden, je m'étais un peu fait chier, mais enfin juste parce qu'il y a James Dean dedans, hein, c'est pour ça que je fais le parallèle. Je sais pas, ça n'a pas pris. Je me suis foutu de tout ce qui arrive à ces personnages. J'ai trouvé James Dean en fait. Alors c'est le problème des icônes, c'est que j'ai dit ok, très bien, c'est tout ce que d'accord, c'est ça que tu joues c'est pour ça que t'es devenu. Bah, t'as bien fait de mourir parce que franchement sinon tu serais pas passé. Mais si, parce que tu serais pas passé à la postérité sans ça, parce que franchement ça aurait pas été la même chose. Ah bah non, ça aurait été. Non, par contre, non, c'est pas c'est chiant. Il y a une chose et donc merci la Warner parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup plu quand même, alors que j'étais vraiment chafouin là, vraiment ça me faisait chier, c'est l'image, la composition des plans et la couleur. Vraiment, la couleur, t'as l'impression qu'ils ont fait vraiment à chaque... pas tout le temps, mais très très souvent vraiment que chaque costume, chaque truc a été particulièrement défini parce que ça fait vraiment des aplats de couleurs comme ça quand ils se déplacent. Alors ça doit être du studio aussi, mais... C'est du studio ou pas? Alors, il y a du tournage en extérieur, ce qui à l'époque est pas complètement évident, notamment l'observatoire. C'est un observatoire, alors ça doit être près de Los Angeles, près d'Hollywood. Il y a des images de making-of où on voit tous les camions se déplacer là-bas.
Il y a pas mal d'extérieur quand même. Il y a aussi mais il y a des endroits où vraiment c'est d'une très très grande maîtrise, où tu as l'impression que les costumes qu'ils portent répondent avec des éléments du décor, des petits jardins quand ils rencontrent Natalie Wood et qu'ils marchent un peu ensemble, je crois, au début. Enfin, bon, là-dessus, j'ai mis un gros plus. Voilà, là, les mecs de l'image, ils se sont cassés le cul, quoi. Voilà, ça, c'est un gros plus. Pour le reste, alors là, tu vas dire, t'es obligé de dire que ça, qu'ils aillent tous chier. Voilà. Il y a des films d'auteurs et il y a des chroniques d'auteurs. Le motif récurrent de Quentin, c'est le fait de chier sur les murs, de chier sur les films. Moi, je me suis dit, les films, ils vont plaire à Quentin parce que ça gueule pas dans tous les sens. Pour une fois, c'est pas des films qui hurlent. Bah oui, non, mais c'est vrai. Alors d'accord, c'est pas hongkongais, hein, donc. Ce qui est une qualité. Maintenant, c'est ton critère. C'est un bon film, c'est pas hongkongais. Non, c'est vrai, ils gueulent pas trop. Alors, ça dit, c'est pas hongkongais parce que c'est très américain. Ouais, oui, ça. Dans la représentation, le langage, la culture. Est-ce que si les acteurs étaient peut-être, c'est horrible à dire, mais mieux choisis dans le sens où s'ils faisaient plus jeunes, on s'attacherait peut-être plus à eux, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait au début, mais comme ils font tous vraiment presque déjà adultes, tu y crois pas trop, en fait, tu vois. C'est un peu comme Dawson, tu sais. Au bout de 10 saisons, les mecs sont 35 ans, ils sont là. Oh, le lycée, c'est trop dur. Non, mais c'est bon, le mec, t'es à la retraite déjà. J'ai trop raté mon concours de maths. Alors que le mec, il pense à comment payer ses factures. C'est ça. Peut-être que ça aurait joué, peut-être que. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est surtout à des années-lumière de. En fait, même si je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, notamment parce que j'ai détesté le film, j'arrive pas une seule seconde à me dire que ça décrit quelque chose d'une époque. J'ai l'impression que ça fait long feu, comme on dit. C'est-à-dire que si ça voulait décrire une situation, j'ai aucune compassion pour ces petits bourgeois. Je ne crois ni en leurs problèmes, ni en la mise en scène de leurs problèmes. Je ne crois en rien. Point. Je ne crois en rien. Au revoir. Oui, c'est un point de vue intéressant et personnel. Ce que je veux dire, c'est que ça se tient après quand je parlais de représentation. Au-delà de la véracité ou de savoir si en fait ça capte vraiment quelque chose de tangible d'une époque, etc. Je trouve intéressant le fait que toute une jeunesse se soit identifiée. Oui. Peut-être parce qu'aussi c'est une jeunesse comme dans le film qui est désœuvrée et qui avait besoin quelque part d'une icône. À travers notamment James Dean et notamment le personnage joué par James Dean, parce que c'est pas que James Dean l'acteur, c'est James Dean le personnage du film qui, de manière par ailleurs assez caricaturale quelque part, est à la fois ce mec qui se consume un peu tout seul, qui se fout dans la merde tout seul. On essaye de nous faire comprendre pourquoi il souffre à la maison, parce que en fait il y a une dynamique avec les parents où il a d'un côté une mère assez autoritaire et un père qui le juge lui-même comme étant trop faible, où en fait lui-même considère que son père n'est pas un vrai homme. C'est quand même une problématique. C'est pas un vrai homme, mais pas un vrai homme. Alors c'est pour ça qu'il porte le tablier d'ailleurs. Il lui fait souvent des haricots, mais par ailleurs, il ne l'éduque pas assez rigoureusement. Oui. Ouais. Oui, il y a tout ce questionnement qu'il a sur en fait comment je deviens un homme, quoi. Oui. Et bon, quand on transpose ça avec la vie, j'y arrive plus à parler. Quand on transpose ça à la vie de James Dean et qu'on sait qu'il est décédé quand même très très jeune, il avait quel âge quand il est mort? Il avait 25, 24 ans, je crois. Ah, je saurais pas te dire, mais 24 ans, voilà, c'est ce que j'avais noté. Pas bien. Il y a quelque chose d'assez fort. Alors après, sur James Dean en lui-même, d'un point de vue très personnel, je trouve que ce que tu dis est intéressant parce que James Dean, pour tout un tas de raisons, est un personnage, un acteur, une figure dont je me suis toujours foutu en tant qu'icône, je veux dire. C'est pas du tout une icône qui m'intéresse par rapport à ce qu'il renvoie, etc. Pour des questions d'époque, d'abord, parce que en fait, nos générations ne se sont pas identifiées directement à James Dean comme porte-étendard de ce qu'est la jeunesse et de ce qu'on veut revendiquer dans notre jeunesse. Mais même au-delà de ça, en tant qu'acteur, il me passionnait pas. Donc quand j'ai vu le film, j'étais plutôt dépouillé de ça, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus regardé le film pour ce qu'il est. Et pour moi, James Dean, je connais le nom, je connais la légende, mais quand j'ai regardé le film, il y avait quelque chose d'assez anonyme. Donc j'ai un peu plus regardé le film pour ce qu'il est, et ce qu'il a à dire de l'adolescence, et ce qu'il a à dire même peut-être tout court. Alors tu disais que c'est un film qui a rien à dire. Je comprends que tu le dis dans une forme d'excès, même si je vois que tu penses que le film a une certaine vacuité. Moi, il y a un truc qui m'a touché beaucoup dans le film, et qui est cristallisé, je trouve, dans tout le passage dans le manoir, c'est en fait la manière dont le film raconte une impossibilité. C'est en fait tout le film raconte quelque chose qu'essayent de construire les personnages entre eux, et notamment quand ils se retrouvent tous les trois dans ce manoir, il y a une espèce d'utopie impossible où le temps d'un repos entre deux poursuites, qui va se terminer d'ailleurs tragiquement,
il y a tout à coup l'espoir de 3 personnages qui ne se ressemblent pas tellement, qui ont des points communs et des différences, qui vont se retrouver autour d'un terreau commun qui est la souffrance personnelle, et qui vont arriver à cohabiter pendant quelques minutes. Oui, on a l'impression de la construction d'une famille. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'une famille recomposée. Ça me fait un petit peu penser à un film que je trouve imparfait mais plutôt beau, qui est Breakfast Club de John Hughes, où des personnages qui ont a priori rien à voir vont se retrouver dans un lieu clos. Les gosses. Non, mais je vois pas du tout ce que c'est. Oui, Breakfast Club, c'est un groupe d'adolescents qui se retrouvent collés un mercredi après-midi dans leur lycée. Ils sont tous très différents, ils se connaissent pas forcément. S'ils se connaissent, ils s'apprécient pas tellement. Et en fait, on va vivre quasiment en temps réel leur après-midi de colle. Évidemment, il y a plein de choses qui vont se passer, et en fait, en se retrouvant ensemble, en cohabitant, de manière forcée, ils vont découvrir qu'ils ont sans doute beaucoup plus à se dire et à comprendre les uns des autres que ce qu'ils imaginaient. Et le point commun aussi, c'est que Breakfast Club est un peu plus bonbon quelque part, un peu plus sucré, mais c'est aussi un film un peu sans phare. Il y a quand même une certaine violence dans l'adolescence. Il y a des passages assez difficiles dans ce que se disent les adolescents entre eux. Et si on replace dans le contexte des années 50, La Fureur de vivre, c'est quand même un film assez dur, malgré tout. Sur ce qui dit de l'adolescence, de cette violence qu'ils ont en eux aussi. Je veux dire, il y a quand même plusieurs morts dans le film. Il y a des moments de vraie brutalité dans la parole, dans les gestes. Donc ça me touche beaucoup, en fait, cette utopie impossible qui va, en fait, aller jusqu'au tragique qui était presque voulu, enfin, qui était un tragique incontournable. Parce qu'il y a une impossibilité, il y a une condamnation, presque une damnation des personnages dès le départ. Je peux comprendre que toi, parce que c'est des petits bourgeois, ça te touche pas. Par ailleurs, ce que je dis là, j'essaie pas de vous dire que c'est un chef-d'œuvre pour ça, mais ça, c'est un truc qui m'a plutôt touché. Mais après, là où je rejoins plutôt Quentin, c'est que aussi... je ne me souviens plus combien de temps dure le film, mais tout se passe assez vite. Et effectivement, par exemple, la mort de Buzz, finalement, elle est très vite éclipsée, quoi. Très vite, on s'en fout. Il y a des choses qui sont un peu rapides. Même l'espèce d'utopie, on va dire, de famille qui oui, qui c'est crée. Un passage du film, hein, bien sûr. Je trouve ça très très beau, mais effectivement, ça va très vite. Natalie Wood, pendant une bonne partie du film... moi, je peux pas la voir, quoi. Elle est vraiment, tu vois, c'est un mouton, quoi. Elle suit la bande pour être quelque part, enfin. Peut-être une question de contexte aussi. Ouais. Je sais pas, en fait. Là, pour le coup, j'ai pas d'infos, mais c'est vrai qu'on est quand même dans les années 50. Les relations entre les hommes et les femmes sont pas les mêmes, les relations familiales sont pas les mêmes, et on sent d'ailleurs que la famille de James Dean, elle a de singulier que le père, c'est peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui un père progressiste, un père sympa. Qui est pas dans l'autorité. Et c'est ce que lui reproche son fils. Et d'ailleurs, à un moment donné, le film va même le ridiculiser en lui mettant un tablier de cuisine avec des froufrous en plus, avec des dentelles, ce qui est très féminin pour le coup, enfin ce qui renvoie à une identité visuelle très féminine dans une conception très séparatrice de ce les hommes et des femmes. Et c'est plutôt pour ridiculiser le père. Alors qu'aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui, typiquement, on le verrait sans doute plutôt comme une qualité, en fait, de dire un père qui essaie d'éduquer son fils dans autre chose que l'autorité, une certaine violence des rapports, c'est plutôt une bonne chose. Là, ça échoue parce que son fils, justement, n'a pas de repère. Et parce qu'il n'a pas de repère, il devient un loupard, quoi, en gros. Mais lui-même en est conscient. Le personnage de James Dean est conscient de cette dérive et il le reproche à son père. Donc il y a quand même un contexte assez précis sur ce qu'on considère des relations entre les hommes et les femmes, des relations entre les parents et les enfants, de l'éducation. Ça, pour le coup, c'est daté. Puis de la conception même de la famille, en fait. Voilà, absolument. C'est la famille américaine, la famille nucléaire, dans toute sa splendeur, et quelques-uns de ces dérèglements au sein d'une bourgeoisie qui peut-être, justement, s'est trop reposée sur ses acquis, quelque part. Mais moi, je pense que j'ai beaucoup de mal à être objective avec ce film parce qu'effectivement, c'est un peu mon film bonbon, tu vois. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui me parle de James Dean et de sa mort et de à quel point ça l'a... je vais pas dire détruite, c'est peut-être un peu too much, mais à quel point ça l'a touchée quand elle était jeune parce que c'était vraiment une icône parmi les icônes du cinéma américain et que, tu vois, même en n'étant pas américaine, ça a quand même été un choc, un bouleversement, tout ça, d'un jeune acteur qui trépasse. Puis qui est plutôt beau. Mais en interview, il est vraiment insupportable. Il a l'air tout le temps un peu bourré, un peu défoncé. Ouais, mais ça m'étonne. C'est vraiment la starlette pour le coup. Parce que même dans les autres films qu'il a fait, je pense à Géant et à l'Est d'Éden, ça va un peu mieux, mais Géant, c'est pareil, il a un peu ce personnage de. Mais toujours, c'est ça, c'est ce truc de Jim Carrey qui limite, tu vois. En fait, on comprend bien comment il a trouvé l'imitation, quoi. C'est-à-dire, je plisse les yeux, j'ai le col remonté comme ça. Bah oui. Puis voilà, j'ai fait 3 films, je suis rentré dans la légende, ta mère. Moi, ça me
Non, mais en fait, il y a oui, c'est ça. Louis n'est pas James Dean. Mais je crois que le truc de la violence, justement, et peut-être que c'est ça qui a saboté ma perception, c'est que, en fait, la violence est disproportionnée visuellement. Enfin, comment dire, c'est beaucoup trop ce qu'ils vivent en termes de soi-disant violence. Les couteaux, les voitures et la fin, où il y a 40 000 flics et compagnie, j'en dis pas plus, mais voilà. Bilan, en fait, c'est comme si on avait choisi de montrer une violence, en fait, tellement importante que on passe à côté d'une violence qui serait plus symbolique ou d'une violence qui serait plus intérieure. Je trouve que c'est ce problème de la démonstration qui fait qu'en fait, pour moi, on dirait un clip de Michael Jackson, quoi. Tu vois, là, c'est quoi, c'est Bill It, là, tu sais, où ils se battent avec leurs couteaux, là, où je sais plus lequel clip c'est, on s'en fout. C'est surtout que ça doit pas être cette chanson, donc c'est super. Mais je sais pas. Je trouve que c'est veut faire du spectaculaire et en fait on passe à côté des personnages et et puis on les aime pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien le papa de comment il s'appelle, Jim. Ouais, le papa de Jim. Oui, donc t'aimes le personnage qui est censé être montré comme plutôt. Voilà, non mais parce que au moins tu sais comme ça les 3 personnes qui nous écoutent verront que parce qu'après moi parfois j'ai une réputation de facho derrière, on dit ouais machin le mec. Non, j'aime bien le père parce que moi-même qui ne suis pas père, j'ai un tablier à la maison et je le mets très très souvent. Donc voilà. Je m'identifie à ce personnage. Je m'identifie au personnage du père. Je serais un père comme ça si j'avais un enfant. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que le film vieillit mal dans cette thématique, quoi. C'est que on n'a pas du tout le même regard. Et là où dans les autres films qu'on a abordés, notamment celui d'Hitchcock et les prochains, celui-ci, c'est vrai qu'on a du mal à avoir le contexte de l'époque et le regard de l'époque, quoi. Oui, voilà. Si vous me le permettez, moi je terminerai sur une citation, je le fais rarement, donc je me permets, justement par rapport au contexte, puisque Nicolas Ray était très défendu par les cahiers du cinéma, on en a déjà parlé pour Hitchcock la semaine dernière, et je suis allé chercher la critique qui avait été publiée à l'époque dans les cahiers, et elle a été écrite par Eric Romer, qui aime beaucoup le film, et je voulais vous lire la fin de sa critique, parce que je crois qu'elle dit quelque chose justement de ce contexte-là, et de ce que lui a vu dans le film en fait, et ça fait écho à des choses qu'on a dit, donc je me permets. Il termine en disant « Il appartient aux politiques, aux philosophes de montrer à l'humanité des horizons plus clairs que ceux où elle a décidé de s'enfermer, Mais c'est la mission du poète de ne pas croire tout à fait à cet optimisme-là, d'extraire de la lie de son temps la pierre rare, de nous apprendre à aimer sans interdire de juger, d'entretenir toujours vif en nous le sens de la tragédie. » Je trouvais ça intéressant justement dans ce contexte-là. Tu réécouteras. Ouais, tu réécouteras l'émission. Dans le contexte du présent où on nous montre des personnages à la dérive, justement, de nous focaliser sur ce qu'il y a de négatif pour affronter la part de tragédie que vivent ces personnages et qu'on peut transposer quelque part à la vie du quotidien que nous on connaît, et que dans le sombre, dans ce que le film a de violent justement, ce que Romer voyait, lui, c'était l'occasion justement d'affronter directement des problématiques importantes et de le faire à travers un film qui par ailleurs se pare plutôt d'une certaine beauté plastique. Encore un qui buvait de l'eau. Romer, il n'était pas connu pour être le chantre de la... Non, il était agrégé d'allemand, cela dit, donc tu vois, comme quoi, Führer, tac, il me semble bien. Ah bah oui, comme ça j'ai bouclé avec le début, comme j'ai eu beaucoup de choses à dire sur le film. Au moins j'étais là pour quelques blagues. Bon bah très bien. On va peut-être s'arrêter là du coup. On fait nos petites recommandations pour oublier ce moment pénible. C'est ce que j'allais vous demander. Louis, est-ce que tu as une petite recommandation pour nous ? Oui, en fait, je vous recommande 2 autres films de Nicolas Ray que j'aime beaucoup, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Nicolas Ray est un cinéaste important de cette période des années 50 notamment, et je vous recommande donc son autre film le plus connu avec La Fureur de vivre, qu'on connaît plus pour James Dean. Donc son autre film c'est de 54, donc un an avant, c'est Johnny Guitar, qui est un des plus beaux westerns américains à mes yeux, et un film qui travaille notamment la couleur à la perfection, et qui travaille aussi ce sens du tragique. La couleur Oui, Johnny Guitar. Il est pas en noir et blanc, Johnny Guitar ? Non, c'est un film en couleur, un film qui travaille d'ailleurs magnifiquement ses couleurs. Il faut écouter. Chaque fois qu'il répète, le mec là en a marre. Pardon. Non, c'est pas noir et blanc, non. Parce qu'il travaille magnifiquement ses couleurs. Tu me fous presque le doute, mais non, je visualise. Travaille magnifiquement ses niveaux de gris. Des plans avec des couchers de soleil magnifiques. Mais même moi, j'ai un doute du coup. Bon, en tout cas, Johnny Guitar, c'est super. Il faut aller joue de voir. la guitare, sans doute. Et un film de 58, beaucoup moins connu, un film beaucoup plus Johnny Violent. Petit, disons. C'est La Forêt Interdite, voilà, qui est un film pareil sur la violence des relations, de l'amitié, etc. Qui est un film assez dingue en fait. Voilà, c'est 2 films de Nicolas Ray que j'aime beaucoup, Johnny Guitar et La Forêt Interdite. Très bien. Et toi, Quentin ? Alors moi, j'en ai marre du cinéma, donc là j'ai décidé je voulais vous en une seconde.
Peter Gabriel, qui est l'artiste qui fait de la musique, qui est à peu près le seul que je suis depuis plus de 20 ans, et donc va sortir cette année, on ne sait pas exactement quand, un album qui doit s'appeler quelque chose comme I.O. Et actuellement, enfin toutes les plaines, I.O. Oh non, on rigole pas avec Peter Gabriel. Pardon. Oh non putain. Pour une fois que je tente une blague. Ouais, bien marché, voilà, c'est bon. Donc là, c'est les 7 nains, bon bref. Eh bien, je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben, toutes les pleines lunes, il sort un titre remixé, etc. Alors là, en ce moment, on a Panopticon. Il y en a déjà 2 versions, enfin 2 mixages qui sont sortis. C'est formidable et ça fait quelque chose comme 20 ans qu'il a pas sorti d'album de création pure, je veux dire. Donc voilà, allez écouter Peter Gabriel. Tous les gens qui nous écoutent doivent savoir qui c'est, évidemment. Vous êtes déjà sur Spotify ou sur Deezer ou sur une voilà, donc claque. Une plateforme, donc c'est parti quoi. Bah sur ce. On vous laisse. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, de voir plein de films chouettes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour parler de... La nuit du chasseur. La nuit du chasseur, bien sûr. Donc voilà, à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.